Chers amis du Global Diwan, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin pour un nouveau webinar ou webinaire, selon qu'on parle anglais ou français. Il montre que notre club d'affaires euro-arabe a également une dimension culturelle. Et je laisserai la parole dans quelques minutes à Kélil Meheni, qui nous a rejoint récemment et qui, chez nous, est en charge de l'événementiel et qui va développer ce volet culturel du Global Diwan. Juste pour que vous notiez sur vos agendas que nos prochains rendez-vous seront le 8 mars, où nous ferons un webinaire assez exceptionnel pour la Journée de la femme, avec 5 à 6 chefs d'entreprise de la région qui vont nous parler, et ça sera en anglais, de leur succès et de la manière dont, en tant que femmes, elles réussissent à faire leur business. Et nous serons placés sous la bienveillante double autorité de nos deux co-chairs, man et woman, la princesse Intisar Al-Sabah, qui est notre chairwoman, et Maurice Gourdeau-Montagne, ambassadeur de France, qui est notre chairman d'Advisory Board. Et puis, dernière petite chose à noter sur vos agendas, c'est la grande nouvelle qu'on vous a annoncée hier sur notre newsletter. Nous aurons un premier événement en présentiel à Nice le 7 octobre prochain, ce sera un jeudi. On parlera pendant toute une journée de la sécurité environnementale et la sécurité alimentaire dans l'ensemble de la zone, c'est-à-dire le Proche et le Moyen-Orient, les pays du Maghreb, mais également l'Europe, puisque notre club n'est pas uniquement un club français, c'est un club avec ses 3 capitales, Paris, Londres et Berlin. Et en plus de quelques personnalités politiques françaises, je peux déjà vous annoncer la présence du ministre Frank Riester. Nous aurons aussi un grand spécialiste allemand des questions euro-méditerranéennes. C'est l'ancien vice-chancelier Sigmar Gabriel, qui, au début des années 2000, était vice-chancelier d'Allemagne avec Angela Merkel. Mais on aura l'occasion de vous en reparler très vite. Je ne vais pas garder le floor trop longtemps. Kélil, c'est à toi maintenant d'animer et de nous réjouir pendant cette heure et demie de webinaire culturel. Bien, je te remercie Eric. Bonjour à tous. Je suis Kélil Meheni et je suis coordonnateur de projet au sein du Global D1. Et c'est à moi que revient l'honneur d'animer notre rencontre de ce matin. Rencontre qui est le fruit d'une réflexion somme toute très simple. Une société où les artistes peuvent vivre de leur art et proposer leurs œuvres à l'étonnement du plus grand nombre est une société où il fait bon vivre. Le poète français Arthur Rimbaud nous expliquait que la vie d'artiste n'était pas un choix. En réalité, loin d'être évidente, le duo formé par Vincent Van Gogh et son frère Théo nous montre bien l'importance d'assurer un cadre propice à l'épanouissement des arts et des artistes. Un environnement fait entre autres choses de managers, d'institutions publiques et privées, mais aussi d'un marché efficace. Partant de ce constat, nous avons souhaité ouvrir un nouveau chapitre au sein du D1 dédié aux questions culturelles et artistiques en région MENA, ainsi qu'aux opportunités de collaboration que peuvent entretenir l'ensemble des pays de la région avec l'Europe sur ces sujets. Ce chapitre s'ouvre donc avec l'événement de ce matin, qui a vocation à être suivi dans les prochains mois de causeries qui donneront la parole à des artistes, des intellectuels et des universitaires qui nous donneront leur point de vue et un point de vue complémentaire à ce que nous allons apprendre ce matin en compagnie d'un panel d'exception composé de Shiran Ben Abderrazak, bonjour, directeur exécutif de la Fondation Rambourg à Tunis, d'Abdelaziz Al-Idrissi, directeur du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, qui est en cours d'arriver sur ce webinaire. Voilà. Nous avons aussi parmi nous Caroline Luca-Kirkland, bonjour à vous, qui est donc Managing Director pour le Middle East chez Christie's à Dubaï. Donc, tous trois composeront notre premier panel consacré aux professionnels du terrain, après quoi nous enchaînerons avec des professionnels français en pointe sur les sujets de coopération avec la région, avec Hervé Barbaret, bonjour à vous, directeur général de France Muséum,
Charles Houdard, qui est responsable d'équipe projet pour les industries culturelles et créatives au sein de l'Agence française de développement, l'AFD. Bonjour à vous. Et enfin, nous conclurons avec Sébastien Fumaroli, bonjour, qui est directeur délégué de la Société des Amis du Louvre. Voilà, donc nous sommes ensemble pour 1h30 à peu près, jusqu'à midi. Et donc nous allons commencer avec notre premier panel. Et je vais donner donc la parole à Shiran Ben Abderrazak, qui est basé à Tunis, qui depuis 2018 préside aux destinées de la Fondation Rambourg, qui a été fondée par un couple de mécènes, Guillaume et Olfa Rambourg. Et alors, Shiran a travaillé auparavant dans une résidence d'artistes à Tunis, il est diplômé de l'HESS, il est assez spécialiste, j'ai envie de dire, de toutes les questions qui ont trait au partenariat public-privé en Tunisie, et puis aussi le sujet des financements européens. Voilà, c'est un acteur important de la scène à Tunis, et la Fondation Rambourg qui s'est également illustrée par la grande exposition L'éveil d'une nation. Alors, Shiran, j'aurais pour vous deux questions. En prenant appui sur l'expérience de la Fondation Rambourg et la vôtre, que peuvent la philanthropie privée et les diasporas pour dynamiser le secteur? Et ma deuxième question, c'est quels conseils donneriez-vous à des étudiants tunisiens ou autres, hein, bien sûr, de la région, basés à Paris, Milan ou Londres, et qui auraient envie de revenir au pays pour se lancer? Voilà, je vous donne 10 minutes et nous vous écoutons. Merci beaucoup, Khalil. J'ai préparé une petite présentation, donc je vais la partager, essayer de réfléchir et de vous proposer des pistes de réflexion en termes de prospective. Je masque ça, donc dans 10 minutes, je m'arrête. Mais n'hésitez pas à m'arrêter s'il faut. Sauf que, donc voilà. Donc ça, c'était pour résumer un peu le programme que je viens de vous dire. Donc en fait, si on fait un panorama et un état des lieux du secteur culturel en Tunisie, il faut se rappeler qu'il y a encore 10 ans, la Tunisie était une dictature, un régime autoritaire, ça dépend de comment est-ce qu'on perçoit les choses. Dans tous les cas, ce régime, depuis la fin des années 70, avait très vite identifié le secteur culturel comme un secteur assez important en termes de manière de communiquer sur lui-même et comme risque potentiel par rapport à sa stabilité. Donc, le ministère de la Culture a été conçu comme un ministère opérateur très fort, avec une approche assez clientéliste du secteur, c'est-à-dire que l'idée était de se servir des subventions pour plus ou moins acheter, d'une part, un peu ainsi, d'une certaine manière, la paix sociale dans les régions, parce que le ministère de la Culture en Tunisie a la charge de la responsabilité du patrimoine. Or, le pays a une réserve patrimoniale archéologique extrêmement importante. J'y reviendrai par la suite sur la question des opportunités. Et donc, en fait, on peut dire qu'il y avait réellement un monopole d'État sur le secteur culturel, avec une très forte censure et une politique culturelle qui était fondamentalement héritée de la post-indépendance et qui, du coup, était principalement axée sur une identité nationale assez forte. Et on reviendra aussi là-dessus par la suite parce que ça crée des problématiques aujourd'hui encore. La perspective et l'orientation de ce secteur n'étaient donc pas du tout orientées vers un développement économique, mais beaucoup plus dans une logique un peu plus d'action culturelle et presque une folklorisation de la culture en vue justement d'asseoir une sorte de pouvoir. Donc ça, c'est pour un état des lieux historique. Aujourd'hui, donc 10 ans ont passé après la Révolution qui a complètement libéré et la parole, qui a complètement cassé la censure. Il est absolument plus imaginable de penser une censure aujourd'hui ou de parler de censure. Si ici, il y a eu un acquis de cette révolution, c'est la liberté d'expression et de création. Toutefois, il y a encore beaucoup de défis. Cette illustration, c'est une chaîne de valeur économique. Et justement, pour pouvoir parler d'industrie culturelle et créative ou d'une économie culturelle et créative, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions qui soient mises en place. Or, en l'occurrence, ces conditions, c'est d'une part de la structuration
entre les différents types d'acteurs, entre les différents maillons de la chaîne de valeur qui vont de l'appui à la création jusqu'à la diffusion, dissémination. Or, justement, de par l'héritage que j'ai un peu évoqué très légèrement, cette structuration n'a jamais eu lieu et on ne peut pas imaginer de créer une telle structuration en l'espace de 10 ans. Donc, en fait, la structuration est manquante, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de maillons, principalement au niveau de la dissémination, diffusion, transmission, qui sont manquants, mais aussi au niveau du support à la production et aussi dans tout ce qui concerne les fonctions support, que ce soit à la formation, dans le management et ainsi de suite. Mais encore une fois, quand je dis défi, c'est aussi des enjeux parce que tout ça signifie qu'il y a une appétence pour ceci, vu qu'il y a un fort besoin. Et je reviendrai aussi après sur pourquoi est-ce que j'estime qu'il y a un fort besoin. Une autre des problématiques est qu'il n'y a pas suffisamment de données sur le secteur, donc c'est assez difficile pour un décideur ou pour n'importe qui ou un investisseur de s'engager, sachant qu'on n'arrive pas réellement à produire encore de la donnée pour des tas de raisons. Et l'une de ces raisons est également qu'il y a beaucoup d'informels. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'y a pas eu suffisamment du développement d'incitation à l'investissement pour pouvoir pousser à ce que les acteurs du secteur aillent plus vers une économie formelle. Donc, ceci est encore un peu ce que j'appelle un défi, pour ne pas dire un problème. Voilà. Il faut préciser aussi que l'un des défis, c'est aussi l'instabilité politique que le pays traverse, c'est-à-dire que nous avons eu en l'espace de 10 ans 11 ministres de la culture, avec celui qui est resté celui qui a eu le mandat le plus court, c'était un mois et 2 jours, et celui qui a eu le mandat le plus long, c'était 3 ans. Vous vous rendez compte qu'il y a une énorme disparité aussi. Mais restons positifs, il y a beaucoup d'enjeux qui naissent justement de ces défis-là. Alors là, cette illustration, c'est un film tunisien qui est sur Netflix. En fait, il y a énormément de sous-secteurs qui sont très, très actifs. Comme je l'évoquais, il y a un énorme potentiel archéologique et patrimonial sur l'ensemble du territoire qui, du coup, pourrait permettre justement, si on activait ces ressources culturelles, à un développement territorial, à l'adresse des disparités régionales et des inégalités économiques intérieures au pays. Il y aurait la possibilité de développer un tourisme culturel. Et là aussi, je pense que l'expertise française pourrait être un apport conséquent, puisqu'effectivement, elle n'est plus elle n'est plus à être faite, en fait. Et en tout cas, en Tunisie, l'offre touristique jusqu'à présent n'est principalement qu'axée que sur le tourisme balnéaire. Donc, il y a vraiment un développement à faire. Par ailleurs, il y a une très forte, il y a 49% de la population qui a moins de 30 ans, donc une très forte pression démographique avec assez peu d'avenir, ce qui provoque toutes les problématiques d'immigration que l'on connaît. Et du coup, là aussi, le développement d'industries culturelles et créatives pourrait être une piste de développement qui absorberait cette jeunesse et la création d'une revalorisation d'un récit collectif. Je passe, et j'accélère un peu parce que je vois que le temps passe, je passe donc à la Fondation Rambourg. Donc la Fondation Rambourg, effectivement, est née de la volonté et du désir d'un couple, Guillaume Rambourg, mécène, financier, et Olfa Tellas, qui est aujourd'hui député, qui est député en Tunisie, qui s'occupait avant de la Fondation et qui a quitté la Fondation pour aller faire de la politique et essayer de changer les choses par le biais du politique. Justement, ce couple représente une certaine aspiration d'un certain nombre de Tunisiens qui ont réussi à l'étranger professionnellement et qui ont voulu rentrer et essayer d'accompagner cette transition démocratique. Donc, il y a eu quelques initiatives philanthropiques, pas encore beaucoup. On peut citer la Fondation Lazare, on peut citer la Fondation pour la Tunisie, donc la Fondation Lazare de Kamel Lazare, la Fondation pour la Tunisie de Badidine Oueli, d'autres initiatives un peu plus discrètes de mécènes locaux aussi. Donc, il y a eu en fait une espèce d'espoir lié à la révolution qui a fait que les gens qui avaient réussi financièrement revenaient pour essayer justement d'apporter un axe de développement.
Le positionnement de la Fondation Rambourg, en fait, s'est fait autour de 3 axes. Un axe de renforcement du patrimoine, de valorisation et de revalorisation du patrimoine tunisien, donc des ressources culturelles tunisiennes, en essayant justement d'y apporter un regard et une approche économique. Mais également une tentative de valoriser les parcours d'exception, et ceci par le biais d'un programme qui est un prix, en fait, le prix Rambourg, qui valorise des artistes d'exception. Aujourd'hui, on a une 3e édition autour de l'art contemporain. Et puis aussi le développement de l'économie créative à proprement parler par le biais d'un certain nombre d'actions, dont la dernière datant de décembre et la création d'un Creative Hub qui s'appelle le Corps. Et j'ai oublié évidemment, heureusement que j'ai mis les photos pour m'en rappeler, et donc un axe aussi qui est en termes de développement des ressources, qui était la création d'un centre culturel des arts et métiers de la montagne dans l'une des régions les plus défavorisées du pays, à 15 km de la montagne Chambi, qui était l'un des nids du terrorisme jusqu'à il n'y a pas encore si longtemps, et qui du coup a redonné espoir à une région et qui a essayé de modéliser justement comment est-ce que la culture et les ressources culturelles pouvaient être au centre d'un développement économique très local par le biais de ressources locales, de ressources humaines locales. Donc, en fait, voilà pour le panorama de la Fondation. Et puis, je reviendrai évidemment s'il y a des questions par la suite. Aujourd'hui, en termes d'opportunités et de perspectives, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Nous traversons une crise économique et institutionnelle assez forte, qui a été évidemment accentuée par la pandémie. Néanmoins, il reste encore énormément de potentiel. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays et des territoires où tout reste encore à faire, contrairement à beaucoup de terrains ou de territoires dans les pays développés ou dans les économies fortes. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, le conseil que je donnerais aux étudiants qui seraient diplômés, qui seraient partis pour se faire diplômer, pour être diplômés à l'étranger, c'est éventuellement de penser à développer des projets en revenant ici. Parce que le brain drain, c'est très bien sur certains aspects, parce que c'est nécessaire, et je suis convaincu et un fervent défenseur du fait qu'il faut se déplacer pour aller apprendre et voir d'autres manières de faire. Mais je pense qu'il est important aussi qu'il y ait à un moment donné un retour pour permettre justement un développement. Par contre, il faut aussi réaliser que ça nécessite beaucoup de souffle, beaucoup d'endurance, et que ce n'est pas non plus une chose particulièrement aisée. Par ailleurs, en termes d'opportunités et de prospectives aussi, je pense qu'il est important de noter qu'il y a de nouveaux rapports à construire. D'une part, des rapports sur sud-sud, c'est-à-dire qu'entre les différents pays de la rive sud de la Méditerranée et de la région MENA, nous avons encore beaucoup de mal à réussir à coopérer horizontalement sans avoir à passer forcément par la rive nord. Alors, je ne veux pas du tout exclure la rive nord, au contraire, je pense que c'est une bonne chose, mais je pense que tout le monde gagnerait à ce qu'il y ait une circularité un peu plus grande et plus aisée et plus facile. Et par ailleurs aussi, donc, rééquilibrer éventuellement les rapports nord-sud entre les deux rives, parce qu'effectivement, l'un, selon moi, et encore une fois, c'est une idée que je défends depuis longtemps, la problématique fondamentale liée à l'immigration illégale est qu'il est quasiment impossible pour la jeunesse de se déplacer librement, ne serait-ce que pour aller voir, en fait. Et que compte tenu du coût que ça représente symboliquement et économiquement pour un jeune d'aller en Europe, en Tunisie, lorsqu'il n'a pas eu la chance de naître dans les bonnes conditions financières ou familiales ou X ou Y, forcément, cela incite à l'immigration illégale et au fait qu'une fois qu'ils sont arrivés là-bas, ils ne savent plus quoi faire, ils sont coincés et ça crée une sorte de spirale assez complexe. Donc, je pense que faciliter des programmes qui permettent des programmes de visite ou d'échange, mais temporaires et bien encadrés, permettrait déjà de démystifier beaucoup ces rapports-là et de pouvoir construire à nouveau de nouveaux rapports un peu plus équilibrés et qui seraient moins liés à de la frustration qui repose, comme je le disais en introduction, sur justement un récit national et une identité nationale qui a été conçue post-indépendance et donc sur un rapport assez frontal et très antagonique avec l'ex-protectorat. Mais en fait, tout ça est tellement ancien qu'il faut renettoyer tout ça. Enfin, et pour terminer, je pense sincèrement, ainsi que l'a très
bien dit Eric Schell, et ainsi que vous l'aviez très bien dit aussi Relil. Je pense qu'effectivement, faire le pari d'un développement des industries culturelles et créatives et de l'économie créative et culturelle, c'est faire le pari d'une société qui sera justement plus ouverte, plus tournée vers le développement économique, le libre-échange entre les différentes sociétés, la liberté de circulation, la liberté de mouvement, et que ça ne pourra qu'engendrer plus de croissance pour tout le monde et plus d'opportunités pour tout le monde. Et je souhaitais finir en vous remerciant pour cette invitation à ce panel et je reste à la disposition de personnes qui souhaiteraient en savoir plus ou pouvoir être plus informées ou mis en relation, et évidemment à la disposition du Global Diwan si vous aviez besoin par ailleurs d'être mis en relation avec d'autres acteurs du terrain en Tunisie. Et je vous remercie, j'espère que j'ai tenu les 10 minutes. Super, merci beaucoup Shiran, merci pour cet exposé qui nous donnait aussi un peu la dimension humaine derrière, voilà, avec les questions sociales et tout le potentiel que les industries culturelles et créatives peuvent apporter dans ce point de vue. J'aurai des questions pour vous tout à l'heure, mais il nous convient maintenant d'enchaîner et je vais donner la parole à Caroline Luca Kirkland, donc Managing Director Middle East chez Christie's à Dubaï. Alors, Dubaï, c'est bien connu, c'est le hub depuis plusieurs années, à la fois pour le marché de l'art, et puis on le verra tout à l'heure avec l'expérience du Louvre Abu Dhabi. Enfin, c'est maintenant beaucoup d'institutions qui se développent. Le golf est voilà, un pôle d'attraction, comme a pu l'être quelque part le Caire ou Beyrouth il y a de cela de nombreuses années. Alors, j'ai plusieurs questions pour vous, Caroline. Tout d'abord, après nous avoir dressé rapidement un état des lieux général du marché de l'art en région MENA, pourriez-vous nous parler un petit peu des tendances actuelles et des dynamiques qui structurent le marché en ce moment, notamment vis-à-vis de l'épidémie de Covid? Et plus généralement, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la place de l'art arabe au sein du marché international? Je pensais en particulier en comparaison à d'autres arts issus du Global South, voilà, le marché chinois ou bien le marché africain, voilà, tous les pays un peu émergents. Et enfin, après avoir écouté par exemple le point de vue de Shiran, qui est celui de la philanthropie privée en Tunisie, qu'est-ce que vous pourriez nous dire des relations entre les institutions et le marché au sein de la région? Voilà, la parole est à vous et je vous laisse jusqu'à 11h10. Je vous remercie déjà d'être invité pour le panel, c'est très intéressant et j'ai beaucoup apprécié la présentation de Shiran, avec qui je mettrai en contact après. Je crois que, comme vous l'avez dit, Dubaï est vraiment le hub. Ils ont commencé, alors je vais commencer vraiment au niveau local et puis je vous parlerai un peu plus de la région, mais au niveau local, ils ont commencé vraiment par les Émirats. Et chacun des Émirats a pris un certain rôle. Donc, vous avez Abu Dhabi qui s'est concentré sur les musées, sur les grandes institutions comme le Louvre Abu Dhabi, le Zayed National Museum, le Guggenheim Abu Dhabi qui devrait arriver aussi, ainsi que d'autres fondations. Dubaï s'est vraiment concentré sur le marché avec toute une émergence de galeries et de dealers. Et puis, vous avez bien sûr Christie's qui a commencé ici à peu près 13 ans, entre 13 et 15 ans, avec les enchères. Et aujourd'hui, il y a plus de maisons d'enchères aussi qui se sont établies dans le marché. Et finalement, Sharjah qui a pris plus le rôle vraiment de la biennale, des fondations, et qui est devenu un joueur très important, je crois, pour la culture, pour le côté culturel de la région. De là, si on regarde vraiment les Émirats, on voit un peu le même processus se passer à travers le Golfe. Donc, vous avez l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui est devenu un très grand joueur, avec Jeddah, où vous avez les intellectuels, vous avez les galeries, beaucoup d'artistes. Riyad qui, bien sûr, à travers le ministère de la Culture et tous leurs projets qu'ils sont en train de faire, comme le Saudi Council of Arts et d'autres développements qui sont en train de travailler dessus. Ils ont à peu près, je crois, 24 musées qui sont en place maintenant, qui devraient être établis. Vous avez toute la région de Haloula, qui est devenue un aspect très, très important culturellement.
Et finalement, vous avez Qatar, qui aussi avait commencé tout ça et qui reste bien sûr un genre très important dans le côté des musées avec il travaille beaucoup sur les expositions. Donc, si vous regardez un peu le marché du côté du Golfe, il est devenu très actif dans les 10 ans passés et je vois ça vraiment continuer. Par contre, si vous voyez le MENA en tant que région un peu plus globale, donc vous avez bien sûr, comme vous l'avez bien identifié, Beyrouth, le Caire qui étaient vraiment les grandes forces, disons, du marché et qui restent aujourd'hui les grandes sources d'art moderne. Contemporain un peu plus pour le Liban, l'art égyptien moderne est très, très important et reste encore pour nous, at least, dans notre côté, du côté du marché, vraiment la source avec l'art irakien. Mais bien sûr, comme tous les marchés, comme le marché global de l'art, il y a toujours des tendances, il y a des changements. Donc là, récemment, avec ce qui s'est passé en Iran, ce qui se passe au Liban, ce marché-là a aujourd'hui pris un peu plus de recul. Et on a marqué, on voit aujourd'hui toute une comment est-ce que je pourrais dire ça, un awakening, disons, du marché maghrébin. Donc, si vous avez, je ne sais pas si vous suivez un peu le marché, mais par exemple, Melehi, dont je suis sûre que tout le monde connaît très bien et qui nous a quittés l'année dernière, avait des œuvres qui ont fait des records de 500 000, 400 et 500 000 dollars entre Sotheby's et Christie's. Ils ont une émergence très importante. Il y a aujourd'hui il y a tout un appétit, disons, pour Melehi. Et de là, ça a ouvert un peu toute l'école de Casablanca, qui aujourd'hui est devenue quelque chose que tout le monde veut travailler dessus. On voit les galeries s'y intéresser, on voit même à Dubaï, des galeries en Europe. Il y a une rétrospective au Centre Pompidou qui va être pour Belkaya. Là, aujourd'hui, il y a Sharjah Foundation qui ouvre et qui va faire il y a une rétrospective pour Baya. Donc, comme vous le voyez, il y a vraiment toute une émergence, disons, ou une reconnaissance, pas une émergence, parce que, comme Shiran l'a dit, c'est vraiment un patrimoine culturel qui est très important, qui juste n'était pas assez présent, je crois, sur le marché, et aujourd'hui qui est soudain, qu'on remarque et qu'on voit beaucoup plus. Et on espère que ça va continuer. Et je suis vraiment avec Shiran sur le fait que vraiment ce marché devrait traverser quelque chose de beaucoup plus horizontal et devenir un peu plus fluide que de devoir toujours retrouver un peu cette reconnaissance européenne, disons, pour pouvoir avoir la validité. Donc, nous, on travaille un peu de ce côté-là et on essaye de trouver toujours que ce soit les ventes ou que ce soit aussi des curated sales qu'on essaye de faire pour essayer de lier les régions et de lier les artistes entre eux, mais aussi avec d'autres régions. Donc, si vous voyez, par exemple, en comparaison, le marché américain, Latin American, qui est très similaire, qui passe par par les mêmes difficultés qu'on a au Moyen-Orient, vous allez marquer beaucoup de tendances qui sont très similaires. Et donc, nous, on essaye de voir un peu ces crosses, disons. Mais autant aussi, c'est très important de reconnaître les influences. Donc, de ce côté-là, si vous voyez, par exemple, si vous voyez quelqu'un comme Mounir Farmakbayan, qui est bien sûr un artiste iranien très reconnu, et sa tendance de travailler dans le même système que Stella, on voit aussi des crosses, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut reconnaître de plus en plus et on peut placer de plus en plus le marché du Moyen-Orient dans le côté, dans une scène un peu plus internationale. Très bien, très bien, très bien. Bah, écoute, ouais, ça va. Donc, ouais, super. Bah, écoutez, on a encore quelques minutes. Moi, j'avais bien envie de vous demander, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus au niveau de ces curated sales? Donc, c'est quoi l'idée? Est-ce que c'est de faire un petit peu des expositions, c'est-à-dire un peu de pallier parfois l'absence éventuelle des institutions en créant des ventes avec des expositions publiques? C'est ça l'idée ou... Non, en fait, c'est un rapprochement des institutions. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les quelques dernières années, et surtout avec le Covid, c'est que
les joueurs se sont tous rapprochés. On a réalisé que l'écosystème a besoin, tous les joueurs ont besoin l'un de l'autre. Et donc, il y a eu des collaborations, par exemple, entre les maisons d'enchères et les galeries. Et il y en a qui se sont passées avec les foires. Donc, par exemple, Christie's a fait une collaboration avec 154, avec Victoria, l'année dernière à Londres, cette année à Paris, qui a très bien marché, pour essayer de se soutenir en tant que marché. Mais d'autre part aussi, on a réalisé que pour essayer de soutenir les fondations et les institutions et de vraiment de travailler sur leur vision, disons, pédagogique, il fallait que nous aussi, on suive le processus intellectuel. Et donc, le concept aujourd'hui d'un live sale qui se passait comme avant, un peu, je ne pourrais pas dire un bazar, mais qui était vraiment le fait d'avoir juste des œuvres d'une certaine région ou d'un certain artiste, c'est un modèle qui n'est plus à la mode. Et aujourd'hui, on cherche tous les liens, on cherche les crosses, on cherche les dialogues, on essaie de fusionner un peu plus les régions, on essaie de créer à travers ça aussi l'élément qui est aujourd'hui très important de diversité, d'égalité et d'intégration. Et sans cette histoire de confinement, de confiner par exemple l'art africain, ou de confiner un art européen, n'est pas vraiment le processus qu'on aimerait nous suivre. Et donc, on travaille énormément sur des curated sales. Donc, le fait, en fait, c'est que ça regarde un peu un sujet d'importance. On l'a fait cette année avec on avait une vente qui s'appelait Matters of Material, où on avait étudié les 3 régions, l'Amérique latine, le Maghreb et le Moyen-Orient. Et ils étaient tous liés, tous les artistes et les œuvres qui étaient dans cette vente étaient liés par leur utilisation du matériel, mais qui était vraiment du household, c'était ce qu'on appelait le household materials, qui sont des objets très simples, et les utiliser à travers leur expression de l'art. Et en fait, avec ça, on a réalisé qu'il y avait un marché qui commençait à se reconnecter en voyant des investisseurs ou des acheteurs ou des collectionneurs qui sont en Europe ou qui sont en Amérique latine, qui sont s'intéresser à l'art maghrébin et vice-versa. Et donc, en créant ce dialogue, on se rapproche aussi des institutions, on essaye aussi de comprendre ce qu'ils font et eux aussi ils commencent à travailler de plus en plus avec les marchés, avec le marché. Super, merci beaucoup, merci beaucoup. Je me tâte à peut-être vous poser une dernière question. Bien sûr. Mais bon, peut-être que ça me reviendra plus tard. Oui, je me demandais qui achetait l'art contemporain arabe d'aujourd'hui? Qui achète? Est-ce que c'est les gens qui habitent sur place dans la région ou est-ce que c'est plus des Américains, ou bien des Européens? Est-ce que c'est des institutions ou des Ça a familles? commencé, Ouais. ça a commencé par un marché très régional, mais aujourd'hui, le marché, à travers ce que je vous disais, à travers les ventes qui sont devenues beaucoup plus internationales, beaucoup plus, qui trouvent des liens, on a commencé à avoir de plus en plus d'acheteurs internationaux. Donc, on voit, il n'y a pas vraiment une région spécifique parce que ça dépend de l'artiste, ça dépend des tendances, ça dépend si c'est moderne ou contemporain. Et on a des acheteurs aujourd'hui qui sont vraiment à travers le monde, aux États-Unis autant qu'en Asie et autant qu'en Europe. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir un peu cette connexion, disons, entre le régional et l'international, qui a aidé aussi qui a fait le contraire, c'est-à-dire que les acheteurs régionaux qui se concentraient sur ce qu'ils connaissaient, donc toujours on commence en général chez soi, de sa propre nation, et on essaie d'évoluer. Et de là, ils sont aujourd'hui devenus des acheteurs très importants internationaux. Donc en fait, je crois que le collectionneur du Moyen-Orient est devenu un collectionneur très important au niveau international et sur la scène, mais autant aujourd'hui à travers des programmes comme par exemple le Tate Modern qui a une très grande collection d'art du Moyen-Orient, on voit de plus en plus de collectionneurs internationaux qui commencent, américains et européens, qui commencent à s'intéresser vraiment à la région et à ce qu'on offre, et qui voient aussi les liens avec leur propre art. Très bien, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Vincent est toujours en ligne avec nous.
Vincent, non? C'est pas grave. Non, parce que nous sommes toujours dans l'attente de l'arrivée de notre cher Abdelaziz Al-Idrissi du musée Mohamed VI de Rabat. Eh bien, écoutez, on va lui laisser le temps d'arriver. En tout cas, je propose d'enchaîner avec notre deuxième panel, en mettant en valeur donc, nos amis professionnels spécialistes des liens de coopération avec la région. Et alors, j'aimerais donner la parole à Hervé Barbaret. Donc, Hervé, donc, vous avez une carrière bien remplie dans différentes institutions culturelles françaises. Ça va de la Cité de l'Architecture au Mobilier National et d'autres institutions. Vous avez été secrétaire général du ministère de la Culture pendant plusieurs années et vous dirigez France Muséum, donc, qui est une compagnie de droit privé issue d'un accord intergouvernemental entre la France et les Émirats arabes unis, qui a été créé en 2007 pour construire le Louvre Abu Dhabi, une opération assez extraordinaire. Et donc j'avais quelques questions pour vous. Alors je voulais savoir quels seraient les trois enseignements que vous tireriez de cette expérience assez exceptionnelle du Louvre Abu Dhabi. Je me demandais aussi si ce type de réalisation serait aujourd'hui, en l'état, réplicable ailleurs dans la région, dans un autre pays qui pourrait être intéressé à développer ses propres institutions. Et enfin, je voulais savoir comment s'est organisé, donc en interne, l'AMU, d'une agence, donc comme je le disais, issue d'un accord intergouvernemental avec une mission précise. Et une fois qu'elle est remplie, finalement, comment l'agence peut elle-même évoluer en tant qu'institution. Aujourd'hui, il me semble que que France Muséum est devenu un centre d'expertise et de rayonnement international pour l'expertise française de l'ingénierie des musées. Donc, comment on a transitionné finalement quasiment en un cabinet de conseil. Voilà, je vous laisse la parole et on peut discuter jusqu'à 11h25. Merci Kelly. Effectivement, je vais essayer d'être très, très bref. En tout cas, merci pour cette invitation. Alors, évidemment, les trois questions que vous posez pourraient nécessiter quasiment 2 heures, sinon plus, mais pour essayer d'être très rapide, effectivement, les leçons que l'on peut tirer du projet du Louvre Abu Dhabi, à mon avis, il y en a trois principales. Alors, en réalité, ce ne sont pas des scoops ou des choses nouvelles, mais en revanche, avoir dû les appliquer concrètement dans le cadre de ce projet montre bien justement quels sont les défis auxquels sont confrontés les musées au XXIe siècle. Alors, premier élément, encore une fois, c'est presque un truisme, mais c'est de dire qu'un musée doit présenter un propos fort fondé sur une collection. La réalité de la collection, le cœur nucléaire du musée, reste totalement évident. Mais à Abu Dhabi, ce qui a été quand même très passionnant, c'est que, comme vous le disiez, c'est un accord intergouvernemental qui a été mis en place en 2007. Le musée a ouvert en 2017, 10 ans plus tard. Et ça a obligé finalement à créer un dialogue entre les autorités émiriennes, les équipes d'Abu Dhabi et les musées français pour faire émerger un concept muséal radicalement renouvelé par rapport à ce qui était la réalité, un des grands musées universels et du plus grand des musées universels, c'est-à-dire le musée du Louvre, pour inventer une universalité du XXIe siècle, une universalité décentrée, qui n'est pas occidentalo-centrée, comme finalement la vision luministe qui est à la base du musée du Louvre a pu le produire. Donc, première leçon, c'est le renouvellement du concept même de musée universel grâce à cette tension, cette coopération, ce partenariat entre une exigence et une intelligence de la part des autorités émiriennes et des équipes qui étaient celles d'Abu Dhabi, qui ont obligé vraiment les équipes françaises, issues de tous les musées nationaux français, à inventer ce concept nouveau. Donc ça, c'est le premier élément, renouveler le concept d'universalité. Et évidemment, ça prendrait des heures de le préciser, mais cela est effectivement très important. Le musée du Louvre Abu Dhabi, c'est un musée qui renouvelle très radicalement ce qu'est un musée universel, dans toute la dimension généreuse, dans toute la dimension de dialogue des cultures.
mais non pas, comme c'est souvent le cas, comme une sorte voilà, de phrase vide. Là, en l'occurrence, c'est extrêmement concret à travers un propos et un parcours muséal qui est tout à fait réel et que l'on peut visiter. Alors, deuxième élément, deuxième leçon, c'est l'expérience visiteur. Là encore, c'est presque une vérité d'évidence, mais elle mérite d'être rappelée. C'est que certes, il y a la collection et le propos, mais il y a aussi la capacité à attirer des visiteurs dans le cadre d'une expérience qui doit être riche intellectuellement, qui doit être esthétiquement forte, mais qui doit aussi relever du simple plaisir de la déambulation. Et là, je crois que la force du propos muséal intégré dans une architecture qui est celle de Jean Nouvel fait du Louvre Abu Dhabi quelque chose de totalement exceptionnel. L'expérience visiteur, donc c'est la deuxième leçon que je tire, c'est que porter à cette espèce de sommet au sein du Louvre Abu Dhabi permet, là encore, de renouveler des expériences et de tester des choses que l'on ne peut pas faire ailleurs. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc, je vais évoquer le propos, la collection, puis l'expérience visitaire. Troisième leçon qui me semble aussi absolument cruciale, c'est l'insertion du musée dans une dynamique globale, dans un projet global. Le musée en tant que tel porte des valeurs, porte un propos, mais il est aussi un élément d'une dynamique globale, d'un projet, un projet de société, projet économique. Et là encore, les autorités émiriennes, avec force, Caroline l'évoquait, parce que j'ai oublié de le dire, mais Caroline était dans les équipes du côté des Émirats pendant cette période, et donc l'a vécu, mais c'est vrai que ce dialogue permet aussi de se dire qu'un musée s'inscrit effectivement dans un paysage, s'inscrit voilà, régionalement et porteur voilà, de cette dimension sociale et économique. Mais oui, Khalil, ce que je voudrais vraiment dire, c'est que ces trois volets sont inséparables. C'est-à-dire que penser qu'un musée peut être un vecteur voilà, de dynamisme économique, si on oublie les deux autres volets, est un peu vain. En fait, les trois sont inséparablement liés et c'est un projet global. Voilà. C'est cette leçon vraiment essentielle à travers ces trois axes qui me semble très, très important. Alors, votre deuxième question, naturellement, est très importante, c'est-à-dire la réplicabilité d'un tel projet. Alors, c'est vrai que c'est un projet exceptionnel à tous égards parce qu'il est porté par un accord intergouvernemental. C'est deux gouvernements qui ont souhaité mettre en œuvre ce partenariat unique, un partenariat muséal de cette ambition-là. C'est le plus important j'allais dire, dans l'histoire récente. En fait, c'est le plus important dans l'histoire du monde, à créer un musée universel ex nihilo. Ça ne s'est jamais produit. C'est vrai qu'il y a eu des moyens très considérables mis en œuvre, mobilisés par les autorités émiriennes. Il y a eu une dynamique globale des musées français pour être à la hauteur des attentes et des exigences de nos partenaires émiriens. Donc, on doit quand même dire que cette conjonction astrale-là n'est peut-être pas réplicable facilement. Mais cela étant, même si là, si on parle en termes d'archétype ou d'idée globale, on peut dire qu'on est dans l'archétype assez parfait d'une rencontre entre deux volontés gouvernementales extrêmement fortes, extrêmement claires, et que même si on ne réussit pas à retrouver cette logique archétypale, ça nous permet néanmoins de tirer des leçons et de se dire que dans des ambitions moindres ou avec certaines voilà, applications différentes qui peuvent porter sur des musées déjà existants mais qui pourraient bénéficier de ce type de réflexion renouvelée, enfin, on peut trouver les moyens de mobiliser les leçons qui ont été tirées du projet du Louvre Abu Dhabi au service de projets qui seraient de moindre dimension. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que cette réplicabilité est peut-être pas évidente parce que ça suppose, encore une fois, des forces extrêmement considérables du côté français et du côté du pays concerné, mais néanmoins, il y a énormément de leçons pratiques qui peuvent être tirés pour réaliser des partenariats nouveaux, des partenariats forts dans beaucoup de pays dans le monde. Mais d'ailleurs, même en France, c'est les leçons, encore une fois, j'insiste beaucoup sur les trois axes que je viens d'évoquer, que ce soit le propos scientifique et la collection, que ce soit l'expérience visiteur, que ce soit l'insertion dans un réseau au service d'une dynamique économique. Ces trois éléments-là sont extrêmement précieux dans beaucoup de projets muséaux ou patrimoniaux.
Et donc, effectivement, ce qui est intéressant dans votre troisième question, et c'en est naturellement la suite logique, c'est que France Muséum, justement, fort de cette expérience, souhaite justement pouvoir mettre à profit les compétences acquises, cette expérience formidable, cette expérience peut-être unique, pour être au service d'autres ambitions dans d'autres pays, et pourquoi pas d'ailleurs également en France, pour justement contribuer à faire du musée ce lieu assez particulier, qui est un lieu de culture et de science fondé sur une collection. Donc, il y a toute une réflexion sur ce qu'est une collection, qu'est-ce qu'elle doit exprimer, qu'est-ce qu'elle peut exprimer, sur l'expérience visiteur, comment attirer le visiteur. C'est vrai que de surcroît, la crise Covid a apporté toute une série d'éléments nouveaux sur la mobilisation de moyens technologiques pour aboutir à développer une offre qui peut être hors les murs, même si l'expérience sensible, la relation physique à l'œuvre reste essentielle dans un musée, notamment un musée de beaux-arts. Puis effectivement, cette insertion économique, on sait bien que le monde post-Covid, c'est un monde dans lequel des ressorts économiques nouveaux devront être trouvés. Évidemment, on est intimement convaincu que la culture, et notamment les arts plastiques à travers les musées ou le patrimoine, peuvent contribuer à ce développement économique qui sera hautement nécessaire dans le monde post-Covid. Donc tout cela fait que l'agence France Muséum a les capacités, au service de nouveaux partenaires, de pouvoir réfléchir à des solutions nouvelles de toute petite taille comme de très grande taille. Et alors, et je conclurai là-dessus, c'est vrai que l'agence France Muséum, c'est une petite structure, on est à peu près une trentaine, mais ce qui en fait l'élément très différenciant, c'est que si l'on peut nous-mêmes apporter des premières réponses, plus exactement, je dirais, si l'on peut aider un partenaire à se poser des questions, ça c'est sans doute l'élément clé, c'est qu'un projet de musée, c'est beaucoup de questions préalables auxquels il faut avoir réfléchi avant de se lancer. Or, il y a énormément de projets muséaux qui sont des échecs, ou en tout cas les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes parce qu'on ne sait pas poser les bonnes questions. Et donc, France Muséum, on est un peu présomptueux, mais on pense que, fondé sur l'expérience du Louvre à Abu Dhabi, on est en capacité de déterminer ce que sont ces questions. Et ensuite, pour apporter les réponses, on a le réseau des musées nationaux qui sont nos actionnaires, parce que, comme vous le disiez très justement, on est une société de droit privé, mais notre actionnariat, ce sont les grands musées nationaux privés, et on peut naturellement mobiliser des expertises sans équivalent au sein de ces musées, notamment le musée du Louvre, mais pas que, tous les grands musées, au service de projets nouveaux. Donc c'est en cela que France Muséum, effectivement, se transforme en une société d'ingénierie culturelle qui dépasse strictement le partenariat qui est celui réalisé dans le cadre du Louvre à Abu Dhabi. Et enfin, et pour conclure totalement, je dirais aussi que naturellement, avec nos amis émiriens, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir s'emparer de projets ensemble. C'est-à-dire que ce qui est souvent dit avec les autorités émiriennes, avec le Louvre à Abu Dhabi, c'est que en pays tiers, nous pourrions imaginer des solutions communes, notamment fondées sur la formation qui pourrait être réalisée à Abu Dhabi. Mais là encore, c'est des choses qui ouvrent des perspectives nouvelles et qui permettent naturellement à France Muséum, je pense, d'apporter des réponses extrêmement concrètes à des attentes dans des pays, dans des régions, auprès de collectivités territoriales, auprès d'États ou auprès même de partenaires privés. Donc, voilà. Parfait, merci beaucoup. Je crois que c'est un timing absolument parfait. Et écoutez, ça va nous permettre d'enchaîner donc avec Charles Houdard. Donc vous êtes aujourd'hui, vous représentez donc l'Agence française de développement, donc la banque de développement de la France, qui a engagé en 2019 l'équivalent de 14 milliards d'euros de projets. Donc c'est une banque importante, présente dans 115 pays et qui a au sein du groupe Proparco, qui s'intéresse au secteur privé, et Expertise France, qui recense beaucoup d'expertise technique et donc quelque chose de très utile pour la coopération technique française. Alors, je ne sais plus la date exacte, je ne sais plus si c'est 2016 ou 2018, mais depuis ce temps-là, je dirais bien, l'AFD a ouvert un mandat spécifique pour les industries créatives et culturelles, qu'elle interprète comme un levier de développement important et aussi un sujet de développement à la fois économique et social, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que vous pourriez
rapidement nous présenter le mandat de l'AFD sur ce sujet des ICC et partager avec nous le retour d'expérience de la banque sur les opérations que vous avez pu réaliser au cours des dernières années. Et puis, d'après vous, finalement, suite à ces expériences, quelles sont les conditions nécessaires à l'épanouissement des industries culturelles au sein de la région et quid de la valeur ajoutée des banques de développement dans ce contexte? La parole est à vous et encore une fois, 10 minutes. Parfait, bonjour Rélil, merci, bonjour à tous. Effectivement, je peux proposer une approche un peu plus, prendre un peu de hauteur et proposer une approche un peu plus macro sur les industries culturelles et créatives et l'action de l'AFD dans ce secteur. Je pense que effectivement, c'est un mandat qui a été investi à partir de 2018, ce qui est assez nouveau pour une banque de développement, un bailleur international. Ça reste encore assez inédit, mais ça part, je crois, d'une conviction sur le fait que la culture, c'est un secteur du développement et que c'est finalement un bien essentiel et que dans cette perspective, on retrouve vraiment les deux dimensions de l'action de l'AFD. Une première dimension qui est celle de la culture à travers son prisme économique. Bien entendu, les ICC, c'est un secteur de croissance. On le sait, ça représente une part non négligeable du PIB dans certains pays. Hein. On cite souvent les mêmes exemples du cinéma, de l'audiovisuel au Nigeria ou autre, mais c'est une réalité, même si elle est toujours un peu délicate à mesurer. C'est également un bassin d'emploi dans un secteur qui est quand même largement informel, mais l'emploi informel, ça reste de l'emploi. Et c'est quelque chose qui est quand même tout à fait remarquable et qu'on ne peut pas ignorer et laisser de côté par rapport aux autres secteurs d'intervention plus classiques d'une agence de développement. Donc on le voit, hein, il y a des filières qu'on a beaucoup évoquées aujourd'hui, la filière du patrimoine, qui constitue pour certains pays un axe de développement économique stratégique. Très récemment, le Bénin a mis en place toute une stratégie de développement autour du patrimoine mémoriel, avec notamment la mise en place de musées à Abomey, à Ouida, etc. C'est évidemment le cas de pays de la zone MENA qui sont depuis longtemps ont axé leur développement sur ce secteur-là. La filière audiovisuelle également, elle représente un volume économique qu'on ne peut pas négliger. On oublie souvent que le jeu vidéo aujourd'hui représente un volume économique plus important que le cinéma. Et c'est des filières, des secteurs qu'une agence de développement, qu'une banque de développement doit regarder de près et voir comment on peut le soutenir. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que pour un bailleur comme l'AFD, la culture, ça n'est pas que ça. Ça n'est pas qu'un secteur économique. C'est beaucoup plus que ça. Et donc, il faut pouvoir intégrer ces deux dimensions, puisque dans ses aspects symboliques, dans son ancrage local, dans sa dimension collective, dans sa capacité à stimuler le dialogue et l'échange, la culture est quand même essentielle. Et aujourd'hui, une agence de développement comme l'AFD va être dans la recherche, à travers ses projets, du lien social. C'est une priorité stratégique. Et la recherche du lien social, elle passe par les pratiques collectives, comme la culture, mais aussi comme le sport, qui sont également une thématique qui est aujourd'hui explorée par l'AFD. Et on est obligé de considérer et d'intégrer ces aspects culturels aux projets plus classiques du développement sur la santé, sur l'éducation, sur les transports, sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, c'est parfaitement intégré dans l'action de l'AFD et on peut toucher à travers ces thématiques culturelles qu'on intègre dans les projets, on peut toucher les questions de genre, les questions d'éducation, les questions de gouvernance et de citoyenneté. Et c'est quelque chose que l'AFD souhaite vraiment intégrer. Donc, d'une part, l'impact économique des ICC, qui doit être soutenu, qui doivent être structurés. Et une agence de développement comme l'AFD a ce rôle-là, mais aussi intégrer la culture plus profondément dans les autres projets du développement, en irriguant l'ensemble des différents projets. Donc depuis 2018, c'est vrai que l'AFD travaille sur ce secteur. On a engagé plus de 60 millions d'euros de financement, avec un portefeuille d'une trentaine de projets, essentiellement sur le continent africain, et quelques projets en Afrique du Nord, mais on est sur une vision globale, toute Afrique,
où on ne sépare pas l'Afrique subsaharienne de l'Afrique du Nord. C'est extrêmement important d'avoir cette vision un peu générale du continent, tout en bien entendu prenant en compte les nuances extrêmement importantes entre les différents pays. Aujourd'hui, les projets de l'AFD, ils se situent sur plusieurs axes. Évidemment, le problème des infrastructures, qui est quelque chose de tout à fait essentiel et qui doit pouvoir monter un peu en gamme dans pas mal de pays. On ne peut pas bâtir un écosystème des industries culturelles sans musée, sans salle de cinéma, sans centre culturel, sans plateau de tournage, sans studio de post-production. Et donc cet aspect des infrastructures, il est quand même essentiel. Et l'AFD travaille là-dessus. Un autre point qui semble également crucial, et ça, ce n'est pas une nouveauté, c'est celui de la formation professionnelle au métier de la culture, qu'on soit à la fois sur les métiers techniques, notamment dans les métiers du spectacle vivant ou de l'audiovisuel, mais aussi sur les métiers du management culturel, les métiers de l'administration, les métiers de la programmation, notamment des lieux dont je parlais juste avant. Et on le voit, c'est quelque chose sur lequel on souhaite pouvoir appuyer des formations qui vont au-delà des simples ateliers d'une semaine qui ont fleuri depuis des années, notamment via la coopération française. On essaye d'aller sur des choses qui soient un peu plus structurantes, sur des formations longues. C'est quelque chose qui, notamment au Maroc, avec la Fondation nationale des musées, l'AFD soutient cette initiative, mais également sur la mise en place d'écoles de cinéma ou d'écoles de formation au métier du jeu vidéo. On travaille sur des projets au Sénégal, sur des projets au Kenya, des projets au Pakistan, et ça semble tout à fait crucial si on veut pouvoir combler un déficit de compétences qui handicape certaines filières dans pas mal de pays. Le soutien à l'entrepreneuriat est également essentiel, avec une difficulté d'accès au financement pour les porteurs de projets. On met en place des dispositifs un petit peu d'incubation des entrepreneurs, mais on essaye aussi d'aller voir de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire d'aller voir les financeurs, d'aller voir les banques, d'aller voir les fonds d'investissement et de leur dire venez voir ce qui se passe dans les industries culturelles et créatives. C'est un secteur que vous devez pouvoir investir et il faut y regarder de plus près, mais il faut aussi que vous soyez un peu plus familier avec les modèles économiques qui sont quand même spécifiques dans ce secteur-là. Donc voilà, on essaye de mettre en place des dispositifs pour attirer ces financeurs privés dans le secteur. Et puis, tout ça ne peut pas se faire sans une collaboration étroite avec les pouvoirs publics et un cadre réglementaire qui soit porteur. On parle souvent de la question des droits d'auteur, mais c'est une question centrale, mais c'est une question parmi d'autres. Dans l'audiovisuel, il faut un cadre réglementaire qui soit aussi stimulant. Il faut des règles douanières qui permettent la circulation des biens et des services entre les pays. Et donc, il faut travailler au plus près des pouvoirs publics en collaboration avec les ministères locaux. Et c'est quelque chose qui est important, ce dialogue de politique publique, et c'est le rôle, je pense, d'un bailleur, d'une agence de développement, que d'aller au contact des décideurs publics, comme on le fait sur d'autres secteurs. Hein. C'est très classique, évidemment, dans le secteur de l'agriculture, dans l'industrie. Pourquoi pas dans les ICC? Et je pense que c'est quelque chose qui a été sans doute trop délaissé et qu'on doit pouvoir réinvestir. Donc, on voit bien cette thématique des ICC, cette thématique culturelle, elle est destinée à irriguer l'ensemble des secteurs du développement. Et puis, ça permet, je crois, aussi la culture, ça permet un changement de registre. Je pense que Shiran parlait tout à l'heure d'un rééquilibre un petit peu des rapports nord-sud. Et je pense que c'est dans un secteur comme celui-ci qu'on peut un petit peu changer, rééquilibrer les rapports, voire les inverser, puisque la culture transcende tout cela. On le voit notamment pour donner un exemple, hein, on le voit dans le secteur de la musique où les centres d'attractivité se déplacent. Aujourd'hui, là où la musique électronique se fait, ça n'est plus en Europe, ça n'est plus aux États-Unis, mais c'est en Afrique du Nord, c'est en Ouganda où il y a des festivals qui attirent tous les faiseurs, les créateurs du monde. La scène électronique égyptienne, palestinienne se développe et elle se diffuse bien au-delà des frontières régionales. Et je pense que le rôle d'un bailleur, c'est de pouvoir porter cela en développant les infrastructures, en structurant la filière. C'est ce qu'on essaie de faire, par exemple, en soutenant une initiative palestinienne qui est la création d'un Palestinian Music Office,
qui est l'équivalent d'un bureau d'export de la musique, comme il en existe dans pas mal de pays, dont en France. Et donc, on peut, l'AFD, en soutenant une telle initiative, développer l'ensemble de la filière musicale sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Là, on parle des concerts, on parle des salles, on parle des tourneurs, des labels, des festivals. Mais une fois de plus, c'est aussi plus que ça, parce que la musique, ça n'est pas qu'une filière, ça n'est pas qu'une industrie, c'est aussi une plateforme d'expression pour la jeunesse, pour les femmes notamment, dans des régions où ce n'est pas forcément évident. Et donc, en soutenant des initiatives comme ce Palestinian Music Office, on remplit vraiment ce rôle de développement à la fois économique et social. Et ça implique une multitude de partenariats. On travaille avec les organisations de la société civile sur le terrain qui font, dans le secteur culturel, ce sont souvent les associations qui font le job. C'est elles qui portent le dynamisme de la culture. Mais on doit pouvoir travailler aussi et mieux avec le secteur privé, qui est quand même présent. Dans la musique, on parle évidemment des plateformes de diffusion, des plateformes de streaming. On ne peut pas faire sans elles, on ne peut pas les ignorer. On doit pouvoir travailler en bonne intelligence avec elles. Et puis, avec les pouvoirs publics, les droits d'auteur, on en a parlé. Et on doit pouvoir aussi amener des partenariats avec l'expertise française qui, c'est vrai, a un certain rayonnement. Elle est attendue dans pas mal de régions, puisqu'il y a une historicité de cette expertise française dans le domaine de la culture qui fait que, voilà, je pense que des acteurs français ont des choses à dire, peuvent être valorisés à l'international. Et dans pas mal de projets, on essaie de travailler au maximum avec les établissements publics français, tels l'Institut national de l'audiovisuel, avec la BNF, avec les musées. On l'a bien vu avec France Muséum qui fait ce travail-là. Mais on peut travailler aussi avec l'expertise privée. Et donc, je pense que l'AFD, elle est vraiment au service de cet écosystème. On ne fait pas les projets, on fait en sorte de les rendre possibles en les finançant, bien entendu. On est une banque de développement et en les portant, en amenant les gens à travailler ensemble, en étant cette plateforme qui permet une action collective au service de la structuration des filières et in fine au service du public et des populations qui auront un accès facilité à la culture. Voilà. Parfait, merci beaucoup Charles pour nous avoir un petit peu ouvert les perspectives également sur d'autres industries et tout le travail partenarial engagé par l'AFD, c'est très intéressant et j'espère que ça pourra donner lieu ou du moins inspirer d'autres acteurs autour de cette table ou bien ailleurs pour, entretenir un dialogue ou l'inaugurer. Bien, bah, écoutez, maintenant on va conclure cette séance avec une intervention j'ai envie de dire, issue de la société civile, enfin, du moins d'une organisation de la société civile qui s'appelle la Société des Amis du Louvre, avec Sébastien Fumaroli qui en est le directeur délégué. Alors, ce qui est très intéressant avec la société, c'est qu'il mène des tournées, des déplacements à l'international, voilà, et notamment dans le Golfe. Donc, je vais inviter Sébastien à nous en dire un petit mot et puis à nous dire aussi si tout ce qu'il a entendu ce matin pouvait également lui inspirer comme nouvelle collaboration, pourquoi pas au niveau du Maghreb, par exemple. Sébastien, la parole est à vous. Merci beaucoup, Kélil. Oui, bah écoutez, je suis très heureux de pouvoir participer à cette table ronde prestigieuse. Moi, je voudrais simplement apporter en fait un témoignage de la manière dont, effectivement, une société d'amis a accompagné des projets aussi ambitieux que l'ouverture du département des arts de l'islam au musée du Louvre et, bien évidemment, de l'aventure du Louvre à Abu Dhabi. Mais je voulais tout d'abord commencer par vous expliquer un peu qui on est et vous dire un peu d'où je parle, en fait. Donc, on est une association qui représentons 60 000 membres, qui a été créée au 19e siècle et dont la particularité initiale a été sa dimension démocratique, c'est-à-dire que c'est les Amis du Louvre qui ont inventé le mécénat collectif, c'est-à-dire la possibilité au plus grand nombre, avec une somme modique, de participer, de s'engager pour l'enrichissement des collections nationales. Et ce gène démocratique, on l'a gardé, ce gène du plus grand nombre, on l'a gardé puisqu'aujourd'hui, on est la première société d'amis en Europe.
on a considérablement évolué, et notamment sous l'impulsion d'Hervé Barbaret, donc, qui a été administrateur général du Musée du Louvre, puisqu'on s'est ouvert à tous les publics, et qu'aujourd'hui, le Musée du Louvre est une sorte un peu d'exception, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de partenariat public-privé dans la gestion des publics, et que notre rôle, en fait, est de mobiliser la société civile, comme vous l'avez dit, à la fois pour finalement apporter notre action complémentaire à celle du musée pour faciliter l'accès au plus grand nombre aux collections nationales, que ce soit par le biais de diffusion de documentation, de communication, par notamment un support qui s'appelle Grande Galerie, qui est diffusé, que nous finançons, qui est diffusé au plus grand nombre, et puis par donc l'accompagnement et l'attachement à cette association qui, dans le cadre du musée du Louvre, qui est un musée qui a bien évidemment centré, ou en tout cas a une stratégie internationale, à 12 millions de visiteurs, 70% de visiteurs touristiques, les 60 000 visiteurs fidèles qui correspondent un peu au noyau d'amateurs qui ont une visite régulière du musée, pourraient se sentir en fait un peu en minorité. On est un peu dans le cas de Venise, en fait. Venise a 50 000, 60 000 habitants et a 12 millions, 13 millions de touristes. Et donc, c'est tout à fait l'honneur du musée du Louvre d'arriver en fait à faire vivre ces deux mondes et à maintenir une tradition finalement d'accueil familial, de facilité d'accueil et de développement civique du musée à laquelle nous participons. Et donc dans ce cadre-là, nous avons effectivement accompagné, puisque nous organisons beaucoup de voyages, nous sommes passionnés par la question des musées, nous voyageons nous conduisons, enfin nous accompagnons nos membres souvent aux États-Unis, puisque les musées américains sont presque les musées européens en mieux. Il y a très peu de public. C'est vraiment des musées dans lesquels on se promène comme dans un jardin. Et donc la question des musées nous intéresse. Et bien évidemment, le développement du Louvre à Abu Dhabi a été pour nous l'occasion d'un développement, je peux dire, local, puisqu'on s'est associé avec un partenaire pour développer des voyages à forte fréquence, disons 4 ou 6 par an, et qui remportent un très grand succès. On a fait le voyage inaugural en 2017 et on a profité pour faire bien évidemment des tournées dans différents pays. On est allé au Koweït, on est allé à Oman, et la dernière édition de ces voyages nous a conduit en Iran. On a fait donc un voyage à partir de Dubaï et on a passé le Golfe pour aller en Iran. Et je dois dire que du point de vue de notre public, qui est fondamentalement intéressé aux collections et aux arts anciens, l'ouverture sur l'Iran a été véritablement a été passionnante, était presque un peu l'étape que l'on attendait après la visite du Louvre à Abu Dhabi. Alors, notre public, bien évidemment, est majoritairement intéressé aux collections d'art ancien. Donc, tout ce que vous avez évoqué, bien évidemment, sur le dynamisme du marché d'art contemporain dans la région, on y participe, on va visiter les galeries, mais je crois que ce qu'il y a d'intéressant de comprendre, et c'est ce que je voulais un peu dire là, dans le cadre de cette table ronde, c'est que finalement, dans le public qu'on a, il y a un intérêt tout à fait fort pour les arts de l'islam, pour la tradition religieuse de l'islam, tout le contraire finalement de ce qu'on peut entendre quotidiennement dans les médias. Et cette tradition, en fait, que j'ai perçue dans notre public, est une tradition aussi qui est française. Il y a une grande tradition d'orientalistes français. Le marché de l'art parisien reste un marché de l'art assez actif pour tout ce qui est art ancien des arts de l'islam. Les ventes de novembre sont des ventes internationales très prisées.
Et, et donc, j'ai découvert, en fait, dans l'accompagnement de ces projets, en fait, la permanence, en fait, d'un goût pour l'Orient dans notre public, d'un goût pour l'Orient qui est très différent du goût pour l'art contemporain, bien évidemment, contemporain de la région, mais qui n'est pas du tout exclusif, d'ailleurs, qui peut très bien aller avec, mais qu'il me semble important de renforcer. Et j'en veux pour preuve le fait que nous avons récemment intégré au sein de la société, donc, qui s'occupe de tout le public, mais qui s'occupe aussi de tout le mécénat individuel, le cercle des mécènes du Louvre, auquel on propose différents projets, et ils votent pour ces projets. Et le premier projet qui est sorti, c'est le projet de financement de la prochaine exposition Paris-Le Caire, en partenariat avec le musée islamique du Caire, qui a été plébiscité pour un budget de 300 000 euros. Donc, voilà, je voulais simplement vous témoigner de cette tradition du goût pour l'Orient dans les arts anciens, qui est très vivante et que nous nous efforçons de perpétuer en nous appuyant bien évidemment sur les formidables projets que développe un musée comme le Louvre. Parfait, mais écoutez, merci beaucoup Sébastien. J'espère que ce message sera entendu et que ce webinaire pourra modestement inaugurer un élan, contribuer à cet élan sur lequel vous surfez depuis déjà plusieurs années. Bien, écoutez, l'heure tourne et donc on va ouvrir le floor pour les questions de l'audience, s'il y en a. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, ça nous laisse 10 minutes pour permettre aux uns et aux autres de poser des questions à nos invités. En tout cas, je tenais dans l'attente à remercier tous nos chers conférenciers d'avoir pris du temps pour discuter ce matin avec le Diwan. Vraiment, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous et puis de découvrir tous ces sujets via vos différentes approches, vos différents métiers, vos différentes institutions. Je crois que c'était très précieux et que tout le monde repartira avec beaucoup de regards intéressants et nouveaux sur la question. C'était l'idée, hein, c'était de montrer un nouveau regard et de les croiser de surcroît. Écoutez, on n'a pas reçu encore de questions, alors moi je ne vais pas me gêner, je vais enchaîner en posant quelques questions, notamment à Hervé Barbaret. Donc vous disiez donc que France Muséum aujourd'hui allait probablement s'intéresser à d'autres géographies, pourquoi pas en France, mais pourquoi pas aussi ailleurs dans le monde. Est-ce que vous avez déjà dans le viseur quelques destinations de pays, plus particulièrement au sein de la région MENA, c'est possible? Alors, dans la région MENA, pour l'instant, donc pour dire la vérité, non, même si naturellement on est très très attentif. Hein, d'ailleurs, tout ce qui a été dit montre bien qu'il y a une dynamique nouvelle. Hein, ce que disait Shiran en Tunisie montre à l'évidence que dans cette partie nord-africaine, il y a là encore des initiatives, donc là en l'occurrence privées avec la Fondation Rambourg, mais des initiatives publiques aussi. Donc il se passe beaucoup de choses, donc on est très attentif à ce qui s'y passe. Un peu hors de la région MENA, mais pas très loin, en Inde notamment, il se passe aussi beaucoup de choses. Donc nous sommes en relation avec des acteurs, publics comme privés, sur des réflexions qui sont menées pour contribuer là encore, à rénover certains musées indiens. Hein, et là aussi, ça correspond à ce que j'indiquais, hein, des collections d'une richesse extraordinaire, mais qui pourraient sans doute peut-être être mise en valeur de manière différente, et on a un dialogue assez construit avec nos amis indiens sur ce sujet. Voilà, donc on voit bien que la zone est large, que d'une certaine manière, je dirais que pratiquement partout dans le monde, cette réflexion muséale, patrimoniale, la culture autour des axes que j'indiquais, mais Charles Houdard montrait également l'impact économique, hein, et ça aussi c'est fondamental, hein, comment l'insertion de la culture, donc là en l'espèce art plastique, on va dire pour faire simple, peut contribuer à cela. Donc
beaucoup d'éléments qui commencent à évoluer. Alors, cela étant, et je conclurai sur votre question en disant que malheureusement, la crise Covid n'a quand même pas été très favorable. Parce que pour discuter projet, il est certain que les outils de visioconférence sont très précieux, hein, ils permettent d'entamer un dialogue. Mais à un moment donné, quand on rentre dans le vif du sujet, la relation physique, la capacité à voyager, à rencontrer les interlocuteurs devient indispensable. Donc, je pense que, et j'espère que si vous réorganisez cette même table ronde dans 1 an ou dans 2 ans, les choses seront plus précises, car effectivement, la capacité à voir nos interlocuteurs est indispensable. Nous croisons les doigts. Alors, je vois que Caroline a levé la main. Je vais lui donner la parole. Oui, je voulais juste intervenir sur ce que Hervé vient de dire. Évidemment, je crois que l'agence France Muséum, et comme il a bien cité, auparavant, je travaillais sur le projet du Louvre Abu Dhabi pendant 10 ans. Donc, aujourd'hui, on voit de plus en plus le modèle de l'agence France Muséum qui était très successful dans la région se multiplier. Moi, je le vois aujourd'hui en Arabie Saoudite à travers d'autres interlocuteurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup aidé, et un modèle à suivre définitivement. De voir un peu parce que ça reste quand même une entité qui est indépendante, qui n'est pas directement un musée avec lequel on s'associe, mais vraiment qui reste un interlocuteur qui puisse amener la connaissance, qui puisse amener des investissements, des idées, et qui gère un peu cette relation. Et je suis vraiment d'accord que c'est un très beau modèle et que c'est quelque chose qui devrait se multiplier. Mais aussi, je voulais juste vous dire par rapport à ce que Sébastien disait, je crois que vous avez absolument d'accord que l'art islamique reste vraiment une catégorie qui est très importante dans la région et de façon internationale. La plupart, nous, on voit des acheteurs pour notre catégorie d'art islamique, le département qui est basé à Londres, qui sont extrêmement sophistiqués, très importants. C'est vraiment c'est vraiment la base. Cependant, le marché a beaucoup changé aussi, et on a un marché qui est devenu très sophistiqué à travers MENA. Si vous voyez l'art moderne, qui bien sûr couvre l'Égypte, l'Irak, le Maghreb et d'autres pays. Vous avez l'art contemporain, par exemple iranien, qui est extrêmement important, qui aujourd'hui a une importance culturelle et qui a vraiment avancé beaucoup de façon intellectuelle les jeunes, et qui encourage aussi ce qu'on voit à Beyrouth aujourd'hui. Beyrouth. Donc, vous avez vraiment toute une carte qui est devenue très riche, et avec ça, on voit vraiment, et on le voit à travers le marché. Et ça se réplique aujourd'hui avec tout ce qui se passe, même si Covid a beaucoup intervenu on n'arrive plus à se voir, mais aujourd'hui, le côté digital et online a remplacé un peu ce côté physique, et on voit ce remplacement. En fait, nous avons une question de l'audience. Donc, Madame Assia Ben Salah, donc Madame l'ambassadrice, bonjour. Vous avez levé la main. Donc oui, une question pour l'AFD. Donc, votre discours est très séduisant. Expliquez-moi, s'il vous plaît, pourquoi l'AFD est-elle si frileuse pour accompagner les projets culturels et éducatifs du Sommet des Deux Rives, initiative forte du président de la République. Et pourquoi ne donne-t-elle pas l'exemple pour faire cette initiative qui est dans l'impasse? Voilà, une question donc de l'audience. Je vous laisse la parole. Charles, si vous souhaitez répondre. Alors oui, ben je ne sais pas trop quoi répondre parce que je ne savais pas que nous étions frileux sur ce sujet. On accompagne un certain nombre de projets, soit en direct, soit à travers des appels à projets. Nous étions présents au Sommet des Deux Rives il y a 1 an, 2 ans à Montpellier. Effectivement, on avait suivi les échanges de près. Donc, je vous avoue que je serais ravi de poursuivre la conversation avec vous, peut-être après cette table ronde, pour pouvoir en discuter plus précisément et
voir avec vous comment on peut envisager la suite. Mais non, les aspects culturels, éducatifs, c'est quelque chose qu'on regarde de près. J'en ai parlé. La formation professionnelle au métier de la culture, c'est effectivement essentiel. Donc, on a aujourd'hui, je pense que la moitié de nos projets sont orientés vers ces questions de renforcement des capacités, que ce soit dans le secteur du patrimoine, dans le secteur de l'audiovisuel, notamment. C'est là où les besoins sont les plus importants. Je pense aussi que la question de l'éducation artistique, l'éducation à la pratique artistique, c'est quelque chose qui est aussi essentiel, où là, l'AFD, c'est vrai, n'a pas encore exploré ce terrain, mais c'est quelque chose qui me semble tout à fait essentiel si on veut créer cette génération qui, dans 15 ans, 20 ans, sera à la fois cette génération qui fait la culture ou cette génération qui consomme la culture, même si consommer dans le secteur de la culture, c'est un gros mot, mais la réalité est c'est quand même celle-ci. Et donc, si on veut créer cet écosystème culturel dans 15-20 ans, il faut effectivement un public qui aura été initié, sensibilisé à ça, et donc on doit pouvoir travailler avec les écoles, le système scolaire, et donc c'est des choses qu'on doit pouvoir regarder à court terme. Parfait. Merci Charles. Nous ne manquerons pas de vous mettre en relation de manière à poursuivre les échanges à ce sujet. Je souhaitais, parce que l'heure tourne, je voulais peut-être donner la parole, le mot de la fin peut-être à Shiran qui a commencé les talks de ce matin. Bon, beaucoup de choses ont été dites. On a fait un petit peu comme ça le tour de la région avec différentes géographies, différentes industries, différents regards. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos amis ici présents? Déjà, encore merci pour l'organisation de ce panel. J'ai appris énormément, donc merci à mes co-panélistes pour tous ces discours très instructifs. Ce que j'aurais envie de dire aux dévotés, et de manière... merci pour la surprise, Kelly, c'est que réellement, je pense que cette région a un énorme potentiel de développement en termes économiques et qu'effectivement, il y a énormément de positions win-win à développer et à mettre en œuvre, que ce soit effectivement, comme beaucoup l'ont rappelé dans ce panel, de niveau institutionnel ou au niveau de la société civile ou au niveau des privés. Donc, je pense sincèrement qu'il ne faut que se lancer en fait pour pouvoir mettre en œuvre ces choses-là et réussir enfin à dépasser aussi les nombreux freins qui existent, mais qui à la fin sont plus à considérer comme des défis que comme des choses freinantes en fait. Voilà. Très bien. Parfait. Bon, bien écoutez, l'heure sonne. Eh bien écoutez, je tenais vraiment à vous remercier très très chaleureusement toutes et tous pour votre temps, pour l'ensemble de vos regards, de vos exposés. C'était divinement intéressant. Je vois qu'il y a une question de l'audience pour Caroline et Shiran sur la digitalisation de leur offre. Peut-être qu'on pourra soumettre cette question à plus tard, à moins que vous désiriez y répondre tout de suite. C'est comme vous voulez. Je peux juste dire un mot peut-être, parce que j'ai découvert quelque chose qui en plus implique Christie's d'ailleurs. Parce qu'en vérité, j'ai découvert récemment que les cryptos, donc comme on dit, ne sont pas que des crypto-monnaies et des outils de finance ou de spéculation, mais sont aussi un outil technologique qui est au démarrage en fait et qui est en passe de révolutionner beaucoup d'usages, dont la pratique et la consommation. Je rejoins Charles sur l'usage du mot consommation, des arts et de la culture et aussi des arts plastiques et de l'industrie musicale. Et en l'occurrence, il y a une petite info comme ça que je glisse. Christie's a accepté, donc c'est une première mondiale, pour une vente aux enchères d'un artiste digital qui s'appelle Beeple, de recevoir que les paiements éventuels de la vente aux enchères soit payé par une crypto-monnaie en fait, qui est l'Ethereum. Et en fait, le truc très particulier, c'est que les œuvres qui vont être mises en vente sont des œuvres qui sont sur un support extrêmement innovant qui s'appelle le NFT. Et j'invite tout le monde, réellement autour de cette table et parmi les spectateurs, à essayer de comprendre ou de se renseigner sur ce que sont les NFT, parce que réellement, c'est un potentiel de transformation radicale et qui pourrait résoudre de nombreux problèmes dans la question de la chaîne de valeur, en particulier en ce qui concerne la dissémination, la diffusion et la transmission. Voilà, désolé, j'ai pris peut-être un peu de temps.
c'était une information très utile que moi, je n'avais pas à ma connaissance. Donc, je suis ravi d'enregistrer cela. Parfait, bien. Merci à tous. Charles, Shiran, Sébastien, Caroline, Hervé. Merci à vous et vraiment au plaisir de vous recevoir à nouveau au Diwan ou de vous revoir autour de l'un de nos événements pour parler, pourquoi pas de culture, pourquoi pas de la région MENA et pourquoi pas d'autres choses. Vraiment, merci et merci à tous les auditeurs qui ont fait le déplacement. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis donc à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Khalil. Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous tous. À bientôt.